Bienvenue dans l'Almanach, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 1er mai 1834. Le lieu, la place de la Concorde, à Paris. L'exposition nationale des produits de l'industrie ouvre ses portes. Parmi les productions présentées, celle de la Maison de Charité de Saint-Louis, à Vannes. Quand la communauté des filles de la Charité de Saint-Louis participe aux expositions nationales, elles vont gagner des primes pour le travail de dentelle et d'étoffe de coton. Elles vont surtout contracter des accords commerciaux pour leurs autres savoir-faire qui relèvent du travail de broderie, de lingerie, de couture. Chanty Turc termine un doctorat d'histoire à l'université Rennes 2 consacré aux brodeurs et brodeuses dans la Bretagne moderne. Le tableau peint par l'étude de ces concours peut étonner l'auditeur contemporain. Je pense qu'on a une vision un peu erronée du passé. Les femmes ont toujours travaillé, ont toujours été innovantes et sont des grandes entrepreneuses. Et la vitalité des communautés féminines au XVIIe et XVIIIe siècle prouve à quel point elles ont été entreprenantes. Le rôle économique et social de ces femmes a été éclipsé par le fait qu'elles étaient religieuses. Mais elles ont joué un rôle capital. On pourrait même dire qu'elles ont tissé l'industrialisation textile de la France. Dans cet épisode, vous allez nous raconter ce que ces archives ont apporté à votre compréhension du monde de la broderie en Bretagne. Emmenez-nous donc sur la place de la Concorde, début mai 1834. Le but de ces expositions concours, parce qu'il y a un concours derrière l'exposition, est de mettre en valeur les savoir-faire français, de stimuler l'économie et l'innovation à l'échelle nationale. La réussite de ces expositions nationales s'explique par l'idée partagée que le progrès est la voie d'avenir de la société. Ces expositions permettent de rassembler dans un même lieu un panorama des richesses du pays, des dernières innovations et d'en stimuler la dynamique. Le quotidien édité par l'organisation de l'exposition y accueille les exposants et les visiteurs dans son premier numéro. Les portes de ces vastes temples de notre gloire industrielle s'ouvrent enfin au regard avide d'une foule jalouse de ce qui touche à sa nationalité et peut en rehausser l'éclat. De toutes les parties de la France, l'on voit accourir les amis des arts qui viennent admirer les chefs-d'œuvre de nos premiers artistes et assister à cette grande solennité qui est pour eux une fête de famille. Outre l'industrie naissante et ses inventeurs, les arts, et notamment les arts textiles, sont mis à l'honneur. Le rapport du jury propose une synthèse sur l'état de chaque industrie en cette année 1834. Exemple au chapitre 5, dans lequel nous retrouvons d'ailleurs de nombreuses maisons textiles bretonnes. Dans la période écoulée de 1827 à 1834, l'industrie qui met en valeur le chanvre et le lin n'offre que de faibles progrès. Elle ne peut espérer de perfectionnement que par une application plus habile et plus heureuse de la mécanique au filage, pour obtenir, avec une économie plus grande, des fils d'une égalité parfaite et d'une force considérable proportionnellement à la grosseur de ces fils. Le rapport mentionne aussi bien sûr les noms des lauréats. Parmi les mentions honorables de la section toile fine et de ménage, on peut lire la chose suivante. Maison de Charité de Saint-Louis à Vannes-Morbihan. Toile de ménage pour draps, serviettes et chemises, bonne fabrication dans les qualités ordinaires. Quand la communauté des filles de la Charité de Saint-Louis participe aux expositions nationales, elles y gagnent des primes d'encouragement et un petit peu d'argent, mais c'est surtout qu'elles gagnent des marchés. Ça leur permet de contracter des accords commerciaux avec des maisons parisiennes ou à l'étranger. Donc c'est un tremplin économique. Alors même si lors des expositions, elles vont gagner des primes pour le travail de dentelle et d'étoffe de coton, elles vont surtout contracter des accords commerciaux pour leurs autres savoir-faire qui relèvent du travail de broderie, de lingerie, de couture. Il s'agit donc d'une communauté religieuse, pas d'une manufacture comme on peut l'imaginer. Pouvez-vous nous la présenter ? La Fabrique des Sœurs de la Charité de Saint-Louis est une congrégation religieuse, charitable et enseignante, fondée par Madame Mollet de Champlâtreux en 1803, tenant orphelinat et pensionnat. Ils se sont installés au couvent du Père Éternel, à Vannes,
avec l'appui de l'évêque de Vannes. La congrégation accueille des jeunes filles pensionnaires dont les parents payent la pension, qui reçoivent une instruction classique de lecture, calcul, écriture, et aussi enseignement des travaux d'aiguille, parce que c'est leur formation de jeunes filles modernes en fait. Elles se doivent de connaître les bases des travaux d'aiguille pour être des futures mères et de tenir leur foyer comme il convient. Voilà. Et elles tiennent aussi un orphelinat qui peuvent accueillir une centaine de lits. Et là, elles accueillent des orphelines, des jeunes filles pauvres, à qui elles apprennent également à lire et à écrire. Et surtout, elles les forment à des savoir-faire pour qu'elles puissent après subvenir à leurs besoins. Les statuts de la congrégation sont très clairs à ce sujet. L'Institut des Sœurs de la Charité de Saint-Louis a été fondé pour élever et instruire les enfants pauvres de sexe féminin et pour les former aux travaux qui conviennent aux filles. Il y a donc déjà, et même dès le XVIIe siècle, au-delà de tenir son foyer, l'idée de s'en sortir en vendant ses productions. Dès le XVIIe siècle, oui, il y a cette idée comme une sorte de solidarité féminine. C'est la réforme catholique qui permet de diffuser les idées du Caire et de souligner l'importance de savoir travailler de ses mains et de pouvoir sortir de la pauvreté. Et sortir de la pauvreté quand on est une femme, c'est travailler dans le milieu du textile, où les femmes sont peut-être pas dominantes, mais presque. Déjà à cette époque-là, parce qu'on peut avoir l'image de travaux d'aiguille avant tout féminins, mais à l'époque, ce n'est pas le cas, ou ce n'est pas autant le cas ? Je dirais pas autant le cas. Si on te parle de travaux d'aiguille, les travaux d'aiguille, tout de suite c'est féminin, alors que le travail de la broderie est plutôt un domaine qui est, d'un point de vue professionnel, presque dominé par les hommes. C'était pas vraiment le cas à la fin du Moyen-Âge, lors de la naissance des corporations, parce que dans les statuts de la Corporation des brodeurs de Paris, il y a autant d'hommes que de femmes. Mais au fil des siècles, à l'époque moderne, la corporation se fait largement envahir par les hommes. Et le métier de brodeuse, en tant que tel, en dehors des corporations, va commencer à apparaître au cours du XVIIIe siècle. Et peut-on distinguer dans la broderie des travaux plutôt réalisés par les hommes et d'autres plutôt réalisés par les femmes ? De façon caricaturale, Diderot, dans l'Encyclopédie, explique que la broderie, c'est un métier d'homme, notamment le travail de la broderie d'or et d'argent et de fil de soie. Par contre, la broderie blanche, on va appeler ça comme ça maintenant, est plutôt une affaire de femme, mais presque naturelle, pour lui. D'autres encyclopédistes, comme Roland de la Platière, ne disent pas la même chose. Et que dans le domaine de la broderie, il y a beaucoup d'innovations au XVIIIe siècle, et que les femmes sont des professionnels tout autant que les hommes. Et que la distinction entre la broderie d'or et d'argent, d'un côté, qui serait pratiquée par les hommes, et la broderie sur mousseline, comme dit Diderot, uniquement pratiquée par les femmes, c'est pas aussi clair que ça. Et dans beaucoup de communautés religieuses, on pratique la broderie d'or et d'argent. À la maison de charité de Saint-Louis, à Vannes, justement, est-ce qu'il y a une distinction ? Elles font de tout. Elles pratiquent la broderie d'or et d'argent, la broderie de chenille, la broderie de coton, sur tulle ou sur mousseline. Elles pratiquent un petit peu presque tous les savoir-faire de la broderie et qui sont presque les mêmes que ceux qu'on peut retrouver au XVIIIe siècle. Lorsque Madame Mollet de Champlâtreux s'installe à Vannes, elle fait venir des maîtresses de dentelle de Caen qui réalisent du point d'argentan. La réalisation est jugée vraiment de grande qualité et c'est pour ça qu'elle va participer aux différentes expositions nationales et c'est à ce titre-là. Mais leur talent est aussi jugé de haute qualité au niveau de la broderie et du tissage. On sait qu'elle travaillait le fil de lin. Elle le brodait, elle faisait de la dentelle et elle le tissait. Elle le filait sur place parce qu'elles avaient introduit la mécanisation du filage. Elle était assez novatrice. Elles étaient novatrices aussi au niveau du tissage parce qu'elles avaient introduit la navette au niveau des métiers à tisser à bras.
ce qui accentuait la rapidité des exécutions, mais aussi la qualité du serrage, du tissage par exemple. Donc elle tissait du fil de lin et du fil de coton qu'elle faisait venir du port de Nantes et de Lorient, je crois. Dans le Morbihan, il n'y avait que la congrégation des filles de la Charité de Saint-Louis qui tissait du coton. L'annuaire statistique, historique et administratif du département du Morbihan nous renseigne sur ces différentes productions en cette même année 1834. Il se fabrique au Père Éternel des dentelles très estimées pour le fini du point et la netteté du dessin. Au dire des connaisseurs, elles peuvent rentrer en concurrence avec les dentelles de Caen. On file aussi dans cette maison du coton remarquable par son uni et sa force. On y fabrique des toiles que l'on tisse ou que l'on vend à la façon. Les diverses marchandises provenant de cette fabrique sont exportées à Nantes, à Paris, ou vendues dans la maison même où l'on tient un magasin ouvert au public. Elles ne sont pas les seules à pratiquer de la dentelle ou de la broderie, elles sont même très nombreuses. Ces communautés religieuses constituent presque un maillage de petites manufactures qui fournit à l'échelle nationale presque toute la broderie. Il y a quelque chose que moi j'entrevois au sein de ces communautés lorsque j'étudie leur comptabilité, leurs relations commerciales avec les fournisseurs, avec des ambassadeurs, dans leur manière de diviser le travail, de coordonner des projets d'envergure, compartimenter en fait les différents ateliers du filage au dessin, à la livraison des productions. Il y a vraiment les prémices des grandes industries textiles du 19e siècle, quoi. Le premier établissement se situe au couvent du Père Éternel, à Vannes, mais après il y a d'autres établissements qui ont été créés au fil des décennies et en 1900, donc un siècle après, le Morbihan compte 14 établissements. À Saint-Gildas-de-Ruiz, à Rohan, à Guères, à Pléchâtel. Donc 14 établissements qui peuvent accueillir entre 30 à une centaine d'enfants, des jeunes filles qui ont entre 10 et 14 ans et qui restent à peu près au minimum 5 ans. C'est le temps de formation pour être une bonne brodeuse et une bonne dentelière. Et elles sortent avec un bagage, un savoir-faire et puis des entrées, aussi bien dans des familles bourgeoises pour être domestiques que dans des ateliers indépendants. Elles sortent avec un réel savoir-faire. 5 ans où elles ont vécu selon un rythme, les rythmes bien connus des communautés religieuses, un rythme de mise au travail, d'apprentissage dans des ateliers, dans des salles d'ouvroirs où elles se retrouvaient de façon collective sous la direction de maîtresses, des religieuses engagées qui leur apprenaient d'abord à filer, parce que c'est la première base, le contact avec la matière, savoir filer du fil de lin, du fil de coton, être en contact avec la matière première, pour après arriver à le dompter et du coup le pratiquer. J'imagine qu'elles ont d'abord appris des points de base en broderie pour arriver après à des œuvres un peu plus complexes. On ne confie pas du fil d'or et du fil d'argent à des novices en fait. Voilà, il y a une petite progression à avoir d'abord dans l'apprentissage des savoir-faire. Donc travailler selon un rythme, de façon collective, avec une répartition des tâches, avec comme objectif de produire aussi bien des échantillons que des bonnets, des chemises brodées, du linge liturgique, des nappes. On a parlé des expositions nationales auxquelles toutes les maisons ne participent pas forcément. Il y a également des expositions départementales qui servent un petit peu de présélection avant Paris. Et c'est les archives de ces expositions départementales qui ont attiré votre attention. Et ça a attiré votre attention notamment pour votre spécialité, justement, l'histoire de la broderie. Je suis à la base plutôt moderniste, où j'avais davantage travaillé sur les brodeurs professionnels, les maîtres et marchands brodeurs qui vendaient des bannières au fin fond de la Bretagne. Et du coup, je n'avais pas de visibilité sur les brodeuses, les femmes. Et dans ces archives-là, conservées aux archives départementales, là, on arrive à saisir la diversité des acteurs au niveau territorial et la description des produits réalisés par ces différents acteurs. Par exemple, à Vannes, seules 4 brodeuses professionnelles sont recensées en 1841. 4, c'est pas beaucoup. Dont 3 participent au concours départemental.
Et derrière ce petit nombre, il existe de nombreuses brodeuses, évidemment, mais qui peuvent être des lingères, des repasseuses de coiffe, des couturières, et qui brodent en complément de leur activité principale. Et d'autres vont broder dans les familles bourgeoises ou chez elles, en complément de revenus, mais elles ne vont pas être recensées comme des brodeuses. Il faut bien comprendre que toutes les femmes ne brodent pas au début du 19e siècle, mais qu'à la fin du 19e siècle, peut-être que la grande majorité des femmes savent broder. Et c'est une des conséquences de ces centres de formation, on peut les appeler comme ça, et l'établissement de Madame Mollet de Champlâtreux n'est pas le seul. Et c'est ce que révèlent les archives départementales. À partir des années 1839-1840, il y a d'autres acteurs qui vont participer aux expositions, et notamment les dames Ursulines, qui n'avaient pas participé avant, mais qui participent et qui reçoivent des prix pour des travaux de broderie, mais également aussi les dames hospitalières de Vannes et les enfants de l'hôpital général pour de la fabrication de tulles brodées, des enfants de 10 ans. Mais également aussi en 1840, les prisonnières de la prison de Vannes, toujours avec du tulle brodé. En découvrant ces archives-là, aux archives départementales du Morbihan, et après j'ai été explorer celles des Côtes-d'Armor, du Finistère et d'Ille-et-Vilaine, j'ai compris qu'en fait c'était un petit peu le résultat des siècles passés. Parce que les grands foyers de pratique de la broderie et de diffusion des savoir-faire de la broderie au début du 19e siècle, révélés par ces archives, ce sont quasiment les mêmes au 18e siècle. Mais ça porte des noms différents. Les communautés religieuses existantes au XVIIIe siècle, certaines ont été interdites à la Révolution française, d'autres ont continué après au XIXe siècle. On est dans un contexte différent au XIXe siècle aussi, parce qu'il y a l'enseignement féminin qui se développe davantage. Voilà. Mais les racines sont déjà présentes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Au final, j'ai décidé de faire ma thèse uniquement sur la broderie à l'époque moderne, et pas contemporaine. Parce que j'ai trouvé dans les archives des choses qui étaient trop différentes de la mémoire collective. J'ai voulu comprendre ce qui se passait avant pour être sûre de ce que je découvrais dans les archives contemporaines. Cette mémoire collective, vous avez pu l'étudier en travaillant notamment avec Bretagne Culture Diversité à l'inscription à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel des savoir-faire de la broderie et de la dentelle en Bretagne. Comment expliquez-vous ces différences avec l'histoire suggérée par les archives des expositions ? C'est une mémoire qui est encore assez vive parce qu'elle est aussi un patrimoine vivant, parce qu'elle est encore pratiquée et qui a connu plusieurs souffles, notamment dans les années 70 avec Viviane Elias qui a redonné une impulsion au travail de la broderie sur les costumes régionaux. Dans la mémoire collective, la broderie est indissociable du costume breton. Mais qu'est-ce que le costume breton ? Déjà, il y a des costumes bretons, des costumes qui s'inscrivent dans un autre phénomène historique qu'on appelle les costumes régionaux et qui apparaissent au début du 19e siècle et dont les racines sont difficiles à trouver avant. Mais la broderie ne fait pas partie uniquement des costumes régionaux. La broderie, elle est présente dans toutes les classes sociales, en fait, quasiment, excepté les plus pauvres qui ne portent peut-être pas de broderie sur leur chemise de chanvre. Et donc, il n'y a pas un costume, il y a des habitudes vestimentaires, des modes vestimentaires. En fait, nous ne savons pas encore quelle place la broderie occupait réellement, au-delà des images de mode et des illustrations pittoresques, que ce soit dans les vestiaires des Français ou en Bretagne. C'est vrai qu'en Bretagne, c'est d'une grande créativité et le patrimoine textile conservé dans les collections muséales, chez les particuliers et dans les cercles celtiques est indéniablement riche et diversifié. Et ce patrimoine qui a été aussi conservé très tôt en Bretagne, dès les années 1870, les politiques muséales ont commencé à collecter pour pouvoir sauvegarder un patrimoine qui était en même temps en pleine évolution et en même temps muséifié. Une ambivalence entre les deux qui est assez intrigante.
ce qui a été inscrit comme patrimoine des savoir-faire de la broderie, c'est ce qui relève du patrimoine de la mémoire collective des brodeuses, des praticiennes encore aujourd'hui. Et ce qui a été décrit d'un point de vue technique, c'est des techniques qui sont assez communes aux autres savoir-faire en France. Comme il n'y a pas eu d'études historiques de fait, du coup il n'y a pas eu ce travail de tissage de liens entre la mémoire collective et les faits historiques. Et donc, c'est tout ce travail-là qui devait se faire. Et comme moi, je suis à la base plutôt moderniste, c'était mes directeurs de recherche qui m'avaient un peu poussé vers le début du 19e pour essayer de défricher un petit peu ce qui se passe, qui se trame au début du 19e siècle. Du coup, j'ai fait quelques tests aux archives et puis c'est là que j'ai vu qu'on brodait dans les prisons de Vannes. Donc entre mes brodeurs d'or et d'argent du XVIe siècle installés à Rennes et à Nantes qui travaillaient pour le monde politique et les brodeuses, les jeunes filles brodeuses qui travaillaient dans les prisons de Vannes, il y avait tout un pan d'histoire à retrouver. Peut-être qu'il faudrait plusieurs thèses pour arriver au bout du mystère. L'Almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications. Retrouvez également la série sur le mur des podcasts de Ouest France et sur les antennes de radios associatives et locales bretonnes.